Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une des questions les plus puissantes qui soit, vraiment au carrefour de la philo et des sciences. On va mener une véritable enquête pour comprendre comment la connaissance se construit, comment elle se valide, et parfois oui, comment elle s'effondre complètement. On commence très fort. Imaginez une seconde. Et si tout ce que la science nous a appris, les lois de la physique, les théories biologiques, si tout ça, au fond, reposait sur une illusion, une simple croyance, juste un peu plus solide que les autres? Pensez-y sérieusement. Pendant plus de 1500 ans, l'humanité était absolument certaine que le Soleil tournait autour de la Terre. C'était une vérité. Comment est-ce qu'une vérité aussi massive a pu devenir une erreur aussi évidente? Ça donne le vertige, non? Et voilà la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Dans un monde où les experts se contredisent, où la désinformation se propage à la vitesse de la lumière, à qui, à quoi peut-on vraiment se fier? Pour répondre à toutes ces questions, il faut prendre un peu de recul. On va décortiquer ensemble la mécanique de la connaissance scientifique. Comprendre comment la science fonctionne vraiment, c'est se donner les outils pour penser le monde d'une manière beaucoup plus critique et plus juste. Alors, comment on la fabrique, cette fameuse vérité scientifique? Pour le savoir, il faut se tourner vers une discipline qui peut faire un peu peur au début, mais qui est passionnante, l'épistémologie. Bon, le mot peut paraître un peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée, elle, est très simple. L'épistémologie, en fait, c'est la science qui met la science sous un microscope. C'est elle qui pose les questions qui fâchent. Qu'est-ce qu'une preuve? Comment on justifie une théorie? Et surtout, quelles sont les limites de notre savoir? Voilà le modèle classique, celui qu'on apprend tous à l'école. On observe un truc, on imagine une explication, on la teste en labo, et si ça marche à chaque fois, hop, ça devient une loi. Ça a l'air simple, linéaire, presque trop beau pour être vrai. Et en fait, c'est exactement ça. C'est un peu trop simple. Forcément, ce n'est pas si simple. Déjà, à la base, deux grandes écoles s'affrontent. D'un côté, on a les rationalistes, comme Descartes, qui disent que la vérité vient de la pure logique, de la puissance de notre raisonnement. Et de l'autre, on a les empiristes, comme Hume, qui affirment que non, tout part de nos sens, de l'expérience. La science moderne, en réalité, c'est un mélange assez subtil des deux. Mais même avec ce mélange, ce modèle classique ne raconte pas toute l'histoire. Loin de là. Parce que la science, ce n'est pas une lente et tranquille accumulation de savoir. C'est une histoire faite de crises, de ruptures et de révolutions, parfois hyper spectaculaires. C'est un philosophe français, Gaston Bachelard, qui a eu cette intuition géniale. Il parle de rupture épistémologique. Pour lui, le progrès, ce n'est pas comme ajouter des briques à un mur qui existe déjà, pas du tout. C'est plutôt comme démolir l'ancien mur pour en construire un tout nouveau, sur des fondations complètement différentes. L'exemple parfait, c'est notre vision de l'univers. Pendant 1500 ans, on a cru que la Terre était le centre de tout. Puis Copernic arrive et place le Soleil au centre. Ensuite, Newton unifie les lois du ciel et de la terre. Et enfin, Einstein. Einstein fait voler tout ça en éclats en montrant que l'espace et le temps sont relatifs. Chaque étape n'est pas une petite amélioration, c'est une réinvention totale du monde. Mais alors, pourquoi ces révolutions sont-elles nécessaires? Le philosophe David Hume a mis le doigt sur un problème fondamental, l'induction. L'image est hyper célèbre. Ce n'est pas parce qu'un fermier a nourri sa dinde tous les jours à 8 heures du matin qu'il continuera de le faire le matin de Noël. En science, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'une expérience a marché 1000 fois qu'elle marchera la 1001e fois. L'habitude, en fait, n'est pas une preuve logique. Face à ce problème, un autre philosophe, Karl Popper, a complètement retourné la table. Il a dit « Le but de la science, ce n'est pas de prouver qu'une théorie est vraie, c'est de tout faire pour prouver qu'elle est fausse. Une bonne théorie scientifique, c'est une théorie qui prend des risques, qui fait des prédictions audacieuses qu'on peut tester. Si elle résiste à toutes nos tentatives de la démolir, alors, et seulement alors, on la conserve. Mais juste provisoirement. » Et pour compléter le tableau, Thomas Kuhn ajoute une dimension sociale à tout ça. Il explique que la science fonctionne à l'intérieur de ce qu'il appelle des paradigmes. C'est un cadre de pensée, des théories, des méthodes que toute la communauté scientifique accepte. La plupart du temps, on fait de la science normale. On résout des petites énigmes à l'intérieur de ce cadre. Mais petit à petit, des anomalies, des trucs qui collent pas, apparaissent. Quand il y en a trop, c'est la crise. Et cette crise mène à une révolution et à un tout nouveau paradigme. Ok, tout ça peut sembler un peu abstrait, une simple histoire de philosophes et de savants du passé. Mais ce serait une grosse erreur de penser ça. Parce que cette grille de lecture, elle est plus pertinente que jamais pour comprendre les grands défis de notre époque. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si crucial aujourd'hui? Eh bien, pensez-y. Quand on débat du changement climatique, la vraie question c'est à quelle science, à quelle preuve on fait confiance. Quand une intelligence artificielle génère un texte, on doit se demander comment est-ce qu'elle sait ce qu'elle sait. Et face au flot de désinformation sur les réseaux, savoir comment une connaissance est construite et validée, ce n'est plus un luxe, c'est un outil de survie intellectuelle. Bon, on a brassé beaucoup d'idées très puissantes. Pour s'y retrouver, et surtout pour celles et ceux qui préparent un examen comme le bac, il est temps de distiller tout ça. Voici la boîte à outils essentielle à garder précieusement en tête.
Voilà une définition claire, précise, parfaite à retenir. L'épistémologie, elle ne se contente pas de décrire ce que fait la science, elle l'interroge, elle la questionne sur sa valeur, sa portée. C'est une réflexion sur le pouvoir, mais aussi sur les frontières de notre savoir. Ici, on a les 100 concepts fondamentaux à maîtriser. D'abord, la méthode expérimentale classique. Ensuite, le problème de l'induction soulevé par Hume. Puis, la falsification de Popper, le critère du « tout faire pour la réfuter ». La rupture épistémologique de Bachelard, l'idée de « casser pour reconstruire ». Et enfin, les paradigmes de Kuhn. Si ces 5 piliers sont clairs, l'essentiel est acquis. Une citation qui claque de Bachelard. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la différence radicale entre l'opinion, le moi je pense que, et la connaissance scientifique. La science, elle se construit justement contre l'évidence immédiate, contre nos premières impressions. Cette phrase inspirée de Popper résume parfaitement sa vision. Une théorie, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une vérité révélée. C'est une hypothèse audacieuse, une conjecture qui doit survivre à l'épreuve impitoyable des faits. La science, c'est un champ de bataille où les idées luttent pour leur survie. Une citation classique, mais tellement essentielle. Rabelais nous rappelle dès le XVIe siècle que le savoir scientifique tout seul, ça ne suffit pas. Il doit absolument être guidé par une réflexion éthique sur ses usages et sur ses buts. Et voilà, ça, c'est la synthèse parfaite. La science nous donne des outils incroyablement puissants pour comprendre et transformer le réel. L'épistémologie et la philosophie en général nous donnent les outils pour réfléchir à la nature, à la valeur et aux conséquences de ce pouvoir immense. Et tout ce parcours nous amène à une toute dernière question. Parce que le but de la philosophie, ce n'est pas juste d'accumuler des savoirs pour un examen, c'est de développer un esprit critique, une capacité à s'interroger. Alors, avec ces nouveaux outils en main, dans ce monde où tout le monde affirme détenir sa vérité, quelle est la première certitude qu'il serait intéressant de remettre en cause ? La réflexion ne fait que commencer.